Nous allons maintenant accueillir un jeune ingénieur, Rémi Perroni, qui a développé une solution innovante pour refroidir l'air avec une très basse consommation. Alors Rémi, tu vas nous expliquer tout ça. Donc toi, tu n'es pas du CEA, mais tu es de Grenoble. Et j'ai bossé un petit peu au CEA aussi. Ah. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis vraiment honoré d'être ici. Je suis un peu le Benjamin de l'équipe, donc ça me fait plaisir d'être dans cette salle. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Rémi Perroni, je suis le fondateur de Kaeli Energy. Concrètement, Kaeli, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et on fabrique, on a les deux, on fait de la fabrication, des systèmes de climatisation bas carbone. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est un graphique. Je pense que les bureaux d'études ou les gens qui les côtoient le connaissent. Ça, c'est un graphique qui présente ce que c'est que la canicule sur un périmètre parisien. Vraiment, là, on est à Paris, on voit ce qui s'est passé dans les 60 à 2000, ce qui risque de se passer d'ici à 2050 et ce qui risque de se passer un peu plus loin. On a évidemment la durée des canicules et leur intensité. Donc, on peut en tirer beaucoup de choses de ce graphique-là, mais si on divise la salle en deux parties, on va dire en moins de 35 ans et plus de 35 ans, deux moitiés quasiment égales, bon, un peu plus de 40 ans, on va dire. En fait, pour les gens qui ont plus de 40 ans, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que concrètement, si vous vivez à Paris à votre retraite, vous aurez probablement très chaud. Et pour ceux qui ont moins de 40 ans, j'ai une autre mauvaise nouvelle, c'est que vous aurez bien chaud bien avant votre retraite. Voilà. Pour donner un peu un contexte, en blanc au milieu, c'est 2003, canicule 2003, 70 000 morts en Europe, 5 000 morts en Europe, pardon, juste à Paris, donc c'est un petit peu important. On peut se dire, ok, mais ça a changé, on a beaucoup évolué. Concrètement, je ne pense pas qu'on ait rasé des arrondissements pour y faire pousser des parcs ou qu'on ait isolé tous les bâtiments haussmanniens. Donc il y a quand même des interrogations. Moi, je côtoie quand même pas mal de bureaux d'études et on voit qu'il y a un changement. Il y a 5 ans, on parlait du bâtiment sans climatisation. Pas de problème, on sait faire du free cooling, ça marche bien. Aujourd'hui, quand on voit ça, en fait, il y a un tabou qui a été brisé, je pense, il y a quelques trimestres chez les bureaux d'études. Et en fait, les gens s'accordent à dire qu'effectivement, un bâtiment sans climatisation, c'est compliqué. Et si vous avez des bureaux d'études qui continuent à vous dire ça, je pense qu'il faut penser à changer de bureau d'études. Voilà. Super. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Kaeli? On l'a vu, il fait de plus en plus chaud. La canicule s'installe, on s'habitue au confort thermique. Il est normal d'avoir la clim chez soi sur son lieu de travail. Et pour autant, la climatisation n'est pas pleinement satisfaisante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle nécessite un gros bloc froid extérieur, en tout cas sur des petites puissances, qu'elle consomme beaucoup d'énergie. C'est un cycle de Carnot, c'est comme ça. On peut pas mieux faire, en fait, on est déjà à l'asymptote. Et qu'elle nécessite des fluides frigorigènes qui sont hautement polluants. Donc c'est pas parfait. La bonne nouvelle, en fait, c'est que, enfin, plutôt de mon point de vue, c'est qu'au niveau, on va dire, la contrainte réglementaire évolue. Au niveau français, la RE 2020 elle est particulièrement défavorable à l'installation de clim dans de nouveaux projets. Et au niveau européen, la F-Gaz vise au bannissement de la quasi-totalité des fluides frigorigènes d'ici à 2030. 2027, si les propositions allemandes sont respectées. Ça va changer. Nous, alors on parle d'un produit, mais c'est plus une techno. Concrètement, on fabrique des climatisations qui n'en sont pas. On n'a pas de fluide frigorigène polluant dans le système, on n'a pas de problème là. On consomme beaucoup moins d'énergie. Il y a quelques trimestres, on parlait du facteur 3, maintenant je parle du facteur 5. Le facteur 5, on le garantit. Donc concrètement, on a des consommations énergétiques pour la même surface qui sont de l'ordre de divisé par 5. On n'a pas besoin de bloc froid extérieur et on n'augmente pas le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors concrètement, comment ça marche? C'est une techno qu'on a développée en fait, pas avec le CEA, mais avec différents laboratoires en Auvergne-Rhône-Alpes, le CNRS, l'INSA Lyon et des laboratoires à Grenoble INP. Donc on développe ce qu'on appelle un Dew Point Evaporative Cooler. C'est un adiabatique indirect à point de rosée. Concrètement, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'adiabatique. L'adiabatique, c'est la serviette mouillée que je mets sur les épaules. J'ai un peu frais. Ça marche, mais ça marche pas des masses. On n'a jamais vu un homme ou une femme gelée parce qu'elle transpire. C'est normal, il y a des limites. La diabatique indirecte, c'est à peu près la même chose, juste en évitant d'augmenter l'humidité de la pièce. Ça marche bien. Par contre, la capacité thermique, le fait de pouvoir descendre en température, c'est assez limité. C'est des systèmes qui existent déjà, qui sont commercialisés, mais qui n'explosent pas concrètement parce que le bénéfice, en fait, est quand même greffé. L'investissement est quand même greffé par le bénéfice, donc c'est pas toujours évident de trouver un équilibre. Nous, on fait ce qu'on appelle du dew point, donc on brise la première asymptote, on va plus bas, on va jusqu'au point de rosée. Le point de rosée en Europe, il est entre 10 et 15 degrés.
On n'est pas les premiers à faire ça. Il y a des Américains, enfin pas des Américains, ils ont été rachetés par des Australiens. Donc s'il est international, il y a des Chinois qui travaillent très très bien depuis quelques années là. On voit que ça bouge très très fort. Concrètement, nous, notre thèse de départ, c'est de dire ok, c'est des beaux systèmes, ils marchent bien, mais en fait, il faut les rendre compatibles avec la contrainte du bâtiment européen. Faire des systèmes qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts. Et le corollaire de la compacité, dans notre cas, en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est la performance. On a plus de performance thermique énergétique, on fait du froid plus froid en consommant moins d'énergie. Et le dernier point qui est important dans un bâtiment résidentiel ou dans du tertiaire, c'est qu'en fait, on ne met pas en dépression ou surpression le bâtiment. Alors ça a des avantages, mais c'est aussi des désavantages. C'est ce qu'on appelle un système semi-passif dont les conditions dépendent directement dont les performances dépendent directement des conditions extérieures. C'est une super chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Concrètement, on ne marche pas bien du tout en Guyane ou à Singapour. Il ne faudra pas compter sur nous. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est une technologie qui est hautement prédictible. En fait, on a beaucoup bossé sur la modélisation. Et ce que l'on voit, c'est que c'est très facile de prévoir comment le système va évoluer. Et ce qu'on peut dire en Europe, ça marche très bien. En Europe du Nord, Europe du Sud, on n'a aucun problème. Le dernier point, avant de passer sur une présentation de résultats, ce que je vous propose, ce que je vous explique, c'est que à la différence d'une pompe à chaleur classique, dont le rendement diminue avec la température, une climatisation, plus il fait chaud, moins elle marche bien. Nous, c'est tout l'inverse. En d'autres termes, la canicule, c'est du pain béni. Donc, plus il fait chaud, plus le COP de nos systèmes augmente. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec un bailleur social à Valence et on a équipé c'est un bailleur qui travaille bien. Ils ont fait l'isolation extérieure du bâtiment, ils ont changé les visseries, mais quand même il y avait des voix à l'intérieur des salariés. Ils disaient putain, il fait quand même assez chaud, les locataires sont pas hyper contents. Donc on a dit ok, pas de souci. La première année on a monitoré tout ça, on a mis des petits data loggers, des capteurs de température humidité, et effectivement il y a quand même pas mal de logements et de bureaux en fait dans lesquels il faisait très chaud. 2021 était assez peu chaud. Et en fait, dans le schéma de gauche, c'est le bureau du directeur. C'est celui qui avait le 8e étage, baie vitrée Est-Ouest. Il faisait souvent plus de 30 degrés dans son bureau. C'était invivable. Effectivement, au sens de l'ARE 2020, la zone de confort thermique, elle n'est pas respectée. Et en 2022, en fait, on a équipé avec un de nos systèmes. On l'a mis dans son bureau. Et ce que l'on voit, c'est qu'au sens de l'ARE 2020, en fait, on match 100% de la zone de confort avec une consommation énergétique de l'ordre entre 32 et 60 watts. Donc concrètement, pour le coût énergétique d'une box internet, on est capable de rafraîchir un bureau qui fait 25 mètres carrés, qui était pour le coup assez mal orienté. Voilà, alors évidemment sur l'aspect carbone, nous on est plutôt content là-dessus, hein. Nos systèmes sont faits en France avec très peu de matières, enfin aucun matériau polluant, très peu de matériaux rares. On a un capex carbone qui est assez proche d'une climatisation classique. On vise à le réduire de 40% là, dans les prochaines années, mais on est déjà meilleur que ce qui se fait actuellement. En termes d'OPEX, effectivement, on consomme beaucoup moins d'énergie et on n'a pas de fuite frigorigène, ce qui nous permet d'avoir des ACV qui sont de l'ordre entre 1 tonne et 3 tonnes d'économie carbone par système. On a un modèle économique qui est simple. Nous, on est fabricant de cœurs d'évapo-échangeurs. Donc la techno à l'intérieur, c'est nous qui la fabriquons. Aujourd'hui, on est petit encore. On n'a pas une capacité de production qui est très importante. D'ailleurs, les coûts de production sont assez forts. On perd de l'argent à chaque système qu'on met sur le terrain. L'assemblage produit a été confié à un partenaire. Le but à terme, c'est d'internaliser, mais pour l'instant, on l'a sorti. Notre marché à nous, c'est du petit. On commence à faire du gros, mais ça ne nous intéresse pas forcément aujourd'hui. Les chaînes de valeur sont plus complexes, la compétition existe. Donc on se centre sur du petit. Donc concrètement, c'est du résidentiel et du petit tertiaire. On équipe en ce moment beaucoup de bailleurs sociaux là, à Grenoble et à Lyon, à Grenoble et à Valence, des mairies aussi. On a beaucoup de demandes sur le résidentiel en rénovation. Ça, on sait le faire aujourd'hui. On va petit à petit évoluer. On est en train d'aller chercher des titres 5 qui vont pouvoir être valorisés ensuite dans le neuf. Mais le titre 5, vous savez, ça prend du temps. Donc concrètement, aujourd'hui, on commence par du petit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Rémi. Certainement des remarques. Thibaut Clément, R&D Bouygues Construction. Oui, je comprends qu'il y a énormément de marché du coup sur la rénovation et le logement. Quelle est la perspective de profondeur du marché du coup pour vous? La profondeur, c'est ça?
Elle est importante, hein. On peut l'approcher par le bas ou par le haut, mais dans tous les cas, quand on regarde le nombre d'habitations qui existent en Europe, en fait, qui ne sont pas climatisées, c'est assez important. Il y a un vrai problème de surchauffe thermique estivale. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la chaleur en été. Au début, il y a quelques années, on disait nous, on va tuer la climatisation, elle n'existera plus. C'est pas vrai, en fait. On a probablement une cohabitation. On n'est pas tout à fait en opposition à la climatisation. Notre premier marché, c'est les non-clients. Concrètement, notre premier marché, c'est les gens qui ne veulent pas de climatisation ou qui ne l'auraient jamais eu, des gens qui sont trop écolos, qui ne veulent pas la clim chez eux, ou tout simplement parce que les contraintes d'installation ne fonctionnent pas. Donc on est plutôt sur ce type de marché. Donc le marché est important. Je peux rentrer dans les chiffres aussi en France et en Europe, mais c'est assez important. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle, à distance? Alors à distance, il n'y a pas de question, mais ah, si, il y en a. Non, il y en a pas. Mais je peux en poser une. Donc j'ai eu la chance de voir ta solution à Grenoble, et c'est vrai que regarde ce qu'on a dit aujourd'hui et l'évolution du climat, on se dit tous, il faut avoir des solutions qui permettent de s'adapter à ce marché-là. Donc s'adapter, on voit la chaleur, comme tu l'as exposé, est une façon de s'adapter. Comment tu vois l'installation? Parce qu'il y a un sujet de construction que tu as évoqué là, mais on n'a pas évoqué le temps, la durée d'installation de ton système dans un habitant, chez un habitant. C'est une bonne question. L'installation, c'est le principal verrou, en fait, hein, ça fait écho d'ailleurs à la profondeur de marché. Mais notre métier, je ne l'ai pas beaucoup précisé, c'est quand même d'échanger de l'air entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc en permanence, on prend de l'air, on en rejette à l'extérieur. Ça impose des travaux d'installation, donc c'est du carottage. C'est pas toujours évident de le faire n'importe où. Typiquement, dans l'Haussmannien à Paris, c'est compliqué de toucher une façade. Donc l'installation est problématique. On réduit un petit peu la profondeur de marché et nécessite en fait des chaînes de valeur qui passent par l'installateur, des gens qui doivent être formés pour ça. Donc c'est un sujet, l'installation. Merci beaucoup Rémi. Un commentaire à distance, Jérémy Lefebvre qui dit « Ce produit semble incroyable ». Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé, soit en ligne, soit ici dans l'auditorium du 32 Hoche à cette matinée d'innovation. Notre prochaine séquence aura lieu le 5 décembre. Alors, ce ne sera pas en matinée, ce sera l'après-midi. Et ce sera notre traditionnel symposium MIT, organisé donc conjointement avec le MIT, qui organise en Europe un symposium par an et qui est organisé traditionnellement ici chez nous, avenue Hoche, où il y aura 3 intervenants fabuleux. Roberto Rigobon, qui est de la MIT Sloan School of Management, très impliqué dans la Sloan Sustainability Initiative. Le thème de cette séquence sera Innovating for Sustainability in a Transforming World. Et les commentaires sur Roberto Rigobon, pour ceux qui l'ont eu en tant que prof au MIT, il est absolument génial. Ensuite, on aura un jeune vénézuélien, Carlos Portella, qui nous parlera des architectures nanométriques. En fait, il a travaillé sur des structures nano où 99% du volume, c'est du vide. Et donc, il y a seulement 1% de matière. Et donc, il nous parlera de ça, c'est fabuleux. Et puis, on aura également une star. On aura Vladimir Bolovic. Vladimir Bolovic, c'est lui qui est le directeur du MIT Nano aujourd'hui. Il est l'inventeur des ULED et des QLED. Il est nobelisable. Donc, avant qu'il soit nobelisé, il sera ici et on aura l'occasion de le voir. Donc, soyez présents avec nous ce 5 décembre après-midi. Notez dans vos agendas, nous allons envoyer un Save the Date bientôt. Merci beaucoup et très bonne fin de matinée à tous.